On souhaitait avoir ce témoignage à ce moment-là de la réunion, plutôt que prendre du temps pour rentrer dans le détail des offres et de l'accompagnement du parc, rentrer dans les détails administratifs et techniques. Vous montrez par un exemple le PNR des Grands Cosses étant précurseur sur ce type d'action. Vous montrez comment ça s'est passé pour eux et qu'est-ce qu'ils en ont tiré concrètement. Donc bonjour à tous, on m'entend? Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Ok, donc moi c'est Lucas Peyrotte, donc je suis conseiller en énergie sur le parc naturel régional des Grands Cosses. Le parc naturel régional des Grands Cosses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé en sud d'Aveyron. Les villes principales, vous avez Millau, Saint-Affrique, on est le pays du Roquefort, et aussi Tour-de-Mire quand même, la commune de Monsieur-Rivier. Et donc nous, on mène un travail sur, on a déjà fait une opération photovoltaïque du même type que celle que veut lancer le parc naturel régional des Corbières-Fenouillette. Donc le but, c'est qu'on vous fasse un petit retour d'expérience pour montrer que c'est possible, puisque nous, on l'a fait, et on va même le refaire, puisqu'on relance une opération en ce moment. J'essaie de comprendre comment marche le truc. C'est bon. Donc d'abord, un élément de contexte sur la stratégie énergétique du parc naturel régional des Grands Cosses. Elle est très ambitieuse, hein. On a eu des objectifs affirmés lors de notre plan climat, air, énergie, territoire, qui est volontaire sur le territoire. On a pour objectif de diminuer nos consommations de moitié et de multiplier notre production d'énergie renouvelable par 3. L'objectif donc, c'est de réduire constamment les consommations et d'augmenter la production pour arriver à un point d'équilibre qu'on appelle donc pour lequel on serait à énergie positive. Nous, on espère l'atteindre d'ici 2022-2023 sur le territoire. Donc, c'est prochainement. Donc, c'est une politique très ambitieuse qui s'étend sur le photovoltaïque, mais aussi sur toutes les autres systèmes de production d'énergie renouvelable, que ce soit la bioénergie, le solaire thermique, l'éolien, l'hydroélectricité, pardon. Donc, voilà. Concernant le photovoltaïque, nous, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est montrer l'exemple. Donc, on a installé une installation photovoltaïque en 2016, sur le toit de notre maison du parc. On a fait une installation en autoconsommation individuelle. Donc, on autoconsomme l'énergie lorsqu'il y a consommation sur place et le reste, on le vend en surplus. C'est une installation qui nous permet d'être autonome à 44%. Donc, on fait 44% d'économie sur notre facture et le reste de l'énergie vendue en surplus nous permet de payer nos factures d'électricité. Donc clairement, on a une facture qui est neutralisée sur notre bâtiment. On a aussi mené tout un travail sur tout ce qui est parc au sol, en recensant notamment les terrains artificialisés ou dégradés sur le territoire du parc. On a une politique qui dit que les installations photovoltaïques au sol sont autorisées seulement sur ces terrains-là, donc impossible d'aller sur des terrains agricoles ou terrains naturels. En 2016, on a aussi lancé un cadastre solaire pour les habitants du territoire qui s'appelle Insun We Trust. C'est ce dont parlait un peu le même système que celui dont parlait le syndicat d'énergie tout à l'heure. Donc chaque habitant peut aller consulter le potentiel photovoltaïque de sa toiture. Et ensuite, on a lancé une opération qui, là, est un développement plus important des installations photovoltaïques sur le territoire du parc et sur les bâtiments publics. Donc, il y a eu une étude de potentiel, comme celle qu'ont fait les étudiants de l'université de Perpignan. On a fait pareil, on a engagé un stagiaire qui a fait tout un atlas solaire sur tout le territoire du parc et qui a recensé tous les bâtiments potentiels. Suite à ça, on a envoyé aux communes, à chaque commune, on leur a envoyé leur atlas communal avec les bâtiments identifiés et en leur proposant de travailler sur une installation photovoltaïque sur leur bâtiment public. Il y a eu 1200 bâtiments étudiés, 800 retenus à peu près, et à la fin, ce sont 150 bâtiments qui ont été seulement étudiés. Donc, au début, on part avec beaucoup de bâtiments. Il faut savoir que petit à petit, on perd pas mal de wagons du train. Vous verrez à la fin combien on a fait d'installations. On proposait aux communes exactement pareil que ce que va vous proposer le PNR des Corbières-Fenouillette. Soit la commune investit elle-même en fonds propres via un groupement de commandes, soit le loue sa toiture à un tiers investisseur. Je vais revenir en détail sur chacun des éléments. L'option 1, donc le groupement de commandes, la commune investit elle-même.
On a passé une convention de groupement de commandes avec toutes nos communes. Le parc était coordonnateur de ce groupement de commandes. Et donc, on a mené tout un tas d'études sur les bâtiments. On a lancé le marché public. On a retenu une entreprise. Et ensuite, les installations sont réalisées. À ce jour, on en est à 16 toitures réalisées. Toutes les toitures du bâtiment du groupement de commandes ont été réalisées. Et ça représentait à peu près 610 000 € d'investissement. C'est le cas notamment de Tournemire, qui a fait 2 installations, vu qu'il y en a une qui a été abandonnée. Juste pour vous dire, ça représente à peu près 377 kW crête d'installés sur ce groupement de commandes. L'option 2, donc, c'était louer sa toiture. Ça, c'est lorsque la commune n'a pas forcément la capacité d'investissement ou la capacité d'emprunt. Elle se dit, je veux quand même m'investir dans la transition énergétique, et donc elle va pouvoir louer sa toiture à un tiers investisseur. On avait identifié une centaine de bâtiments. À la fois, on en a réalisé seulement 80, puisque petit à petit, il y a des contraintes qui viennent et qui font qu'on perd des bâtiments en route. Mais cette opération, donc le but, c'était de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour retenir un opérateur. L'opérateur ensuite signe un bail avec la collectivité pour louer la toiture sur une certaine durée. Nous, on était parti sur 30 ans. Et ensuite, sur cette durée de 30 ans, l'opérateur a tout à sa charge. Il fait les études, il fait le développement, il s'occupe de la construction, il fait l'exploitation. Et à la fin, il y a plusieurs possibilités. Soit il rétrocède l'installation, soit il la démantèle, soit il y a probablement, si l'opérateur est toujours là, un renouvellement du contrat. Nous, on a retenu l'opérateur Avento, un groupe bordelais qui appartient à la filiale, c'est une filiale de Valorem. Pourquoi on a retenu cet opérateur? Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il avait un ancrage local, et notamment auprès d'une entreprise locale qui s'appelle C2A, qui est sur une toute petite commune du territoire. Avento était actionnaire de C2A et ils ont répondu donc ensemble. En gros, Avento apporte un peu la capacité financière et c'est le bras armé, quoi. Et derrière, il y a les petites mains, c'est C2A qui vont réaliser toutes les installations. Donc ça a permis de faire travailler une entreprise locale et ça leur a créé 3 à 4 emplois durables. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils proposaient aux communes un loyer de 3 € par mètre carré de panneaux installés et un bail donc sur 30 ans. Ce qui était convenu dans la sélection du candidat, c'était qu'ils ouvrent leur capital à hauteur de 49% de l'investissement citoyen ou participatif. Chose qui a été faite puisqu'en septembre 2021, une coopérative citoyenne du territoire qui s'appelle Sud Energia, qui est un peu sur le même principe que KTNR, vient d'intégrer le capital de la société créée par C2A et Avento qui s'appelle Soleil des Grands Cosses. Et donc, ils ont intégré le capital à 49% et ils sont en ce moment en train de faire un appel de fonds pour investir sur ces toitures. Aujourd'hui, sur les 80 toitures à peu près de prévues, on en a 24 qui ont été réalisées. On a été obligé de faire plusieurs phases parce qu'il y avait des toitures qui étaient trop proches les unes des autres. Quand on est à moins de 100 mètres les unes des autres, on est obligé d'attendre un délai légal de 18 mois pour le raccordement. Il y a eu plusieurs phases. On a donc 64 centrales prévues et ça représente 3 MW crête d'installation. Sur le territoire, c'est à peu près 4 millions d'euros d'investissement. Donc vous avez différentes communes et là, c'est ce que je vous disais, le phasage, on en aura une grosse partie en 2022 liée aux 18 mois. En gros, si on prend au global les 2 opérations, c'est au total 20 communes qui ont participé pour 80 installations. À ce jour, 40 sont terminées. Ça représente 3300 kW crête de puissance installée et 4000 kWh de production par an. Cette opération-là, aujourd'hui, elle a eu un tel succès et surtout les gens se rendent compte que c'est du réel, c'est du concret, ça marche. Du coup, on a eu beaucoup de sollicitations de nouvelles mairies, notamment avec les nouvelles élections. On a eu des maires motivés qui voulaient faire des installations photovoltaïques. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait relancer une nouvelle opération. Donc là, on en est à une opération numéro 2 pour laquelle on essaye d'aller bien plus vite. Donc en mars 2021, on a à nouveau lancé un appel à intérêt à nos communes. Donc on leur a à nouveau envoyé l'atlas solaire réalisé en 2017. On leur a à nouveau proposé les mêmes solutions, c'est-à-dire un groupement de commandes pour investir elles-mêmes ou un appel à manifestation d'intérêt pour louer leur toiture. À partir de printemps 2021, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir chaque commune intéressée. On est allé voir chacune des toitures, donc ça représentait plus de 200 toitures. On a réalisé
200 études de potentiel photovoltaïque qu'on est ensuite allé présenter à toutes les communes. On a en tout été voir 45 communes et on a présenté donc 45 rapports. À ce jour, donc on a ensuite demandé aux communes intéressées de délibérer sur leur adhésion soit au groupement de commandes, soit à l'appel à manifestation d'intérêt. Et à ce jour, on a 37 communes qui ont délibéré et donc on aura 115 toitures au total sur la deuxième opération. Ces 115 toitures, elles vont représenter à peu près 4,5 MW crête de puissance installée et une production de 5 millions de kWh. L'investissement sur le territoire, il est estimé à peu près à 6 millions d'euros. Alors nous, ce qu'on a fait aussi, c'est de prendre en compte les toitures amiantées. On ne les met pas de côté parce qu'on part du principe que le photovoltaïque va permettre de désamianter ces bâtiments. On part d'un bâtiment qui est un peu en mauvais état. On va le désamianter, on va avoir une toiture toute neuve et qui va produire de l'électricité. Donc on a un cercle qui est assez vertueux. Et nous, on se limite par contre en termes de puissance, on ne va pas en dessous de 9 kW crête. Et après, aujourd'hui, grâce au nouvel arrêté, on va au-delà de 100 kW crête, on va jusqu'à 500 kW crête. Le principe, je vous ai dit, c'est pareil. On propose soit un groupement de commandes à gauche, soit une location à droite. Et en termes de planning, donc en septembre 2021, on a demandé les délibérations des communes. En décembre, on va lancer les marchés. Donc d'un côté, on lance un marché public pour le groupement de commandes. De l'autre, on fait un appel à manifestation d'intérêt pour sélectionner un opérateur. En mars 2022, on espère retenir donc, les candidats, soit pour l'un ou pour l'autre. Il y aura une commission de sélection des offres qui retiendra les candidats pour chacune des options. Et ensuite, on pourra voir les toitures équipées d'ici fin d'année 2022, sans doute. Là, je vous propose de prendre l'exemple de Tournemire. Tournemire, c'est une commune qui a participé à la première opération via le groupement de commandes et qui va participer à la deuxième opération à nouveau sur le groupement de commandes. Donc, ils sont convaincus et ils vont nous donner, Monsieur Rivier va nous donner son retour d'expérience. Oui, bonjour. Merci déjà de nous accueillir. Voilà, en fait, Lucas a très bien expliqué. Nous, le but de Tournemire, c'est qu'en fait, on l'a pris en gestion, donc ce qui est relativement important. Bon, il y a un investissement au départ qui est de 150 000 € sur les deux toitures. Le gros avantage, comme disait monsieur tout à l'heure, il n'y a pas de petit, puisqu'on a fait un 9 kg sur le préau de l'école. On a désamianté. Ensuite, on a pu en faire une salle de sieste et de motricité, ce qui nous a permis d'agrandir notre école. Voilà, avec 9 kilos, ça fait une petite rentabilité, ça nous amortit le désamiantage et ainsi de suite. Au niveau de la salle des fêtes, alors on a décidé de tout revendre parce qu'en fait une salle des fêtes en fonctionnement, c'est pas forcément, on peut pas autoconsommer. Donc on a décidé de revendre tout ce qui était électricité. Il faut savoir qu'on a 100 kW sur le toit de la salle des fêtes. On a ensuite remplacé tout ce qui était toiture et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a un retour. Alors, on n'a pas encore facturé la première, le grand toit, mais on a normalement et logiquement un emprunt sur 15 ans. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, avec 30 ans de vie, ça laisse largement la rentabilité. On a à peu près un retour. Donc, il devrait nous rester entre 4 et 6 000 € par an. Donc un projet de réparation de la salle des fêtes par exemple ou ainsi de suite, ce qui ferait un investissement qui coûterait rien quoi. Donc le gros avantage de la photovoltaïque, c'est qu'une fois que c'est installé et puis de le faire porter comme nous avec le parc des Grands Cosses, c'est qu'un groupement de commandes, on a baissé énormément les prix. Moi j'avais fait une première étude avant que ce projet-là soit lancé, c'était plus de 250 000 €. Et là, vous voyez, avec 150 000 €, on a tout l'investissement complet, le deuxième étage et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que c'est quand même intéressant de suivre ce genre de projet. C'est des gros projets, c'est porté. Le maître d'œuvre, on le fait nous-mêmes, puisqu'en fait, il n'y a rien de très compliqué au niveau
au niveau toiture, puisqu'en fait, dans l'appel d'offres, il était bien stipulé que l'entreprise qui prenait le chantier s'occupait de faire les déclarations, les travaux, et ainsi de suite. Donc, au niveau commune, on n'avait pas grand-chose à faire, ne serait-ce que de porter ce genre de projet. Voilà. Merci. Bon, vous comprenez mieux pourquoi on a préféré avoir un témoignage de l'exemple des grands COS plutôt qu'une présentation technique des avantages de chaque solution. Là, c'est l'exemple parfait de ce qu'on envisage de faire sur Corbière-Fenouillède. Vous voyez d'où vient l'inspiration, concrètement. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous avez bien expliqué que la commune était maître d'œuvre. Tournemire, 450 habitants, donc pas vraiment de services techniques, des moyens limités, mais ce rôle de maître d'œuvre était supportable. Tout à fait, oui. Oui, c'est relativement facile, puisqu'en fait, comme je vous disais, dans l'appel d'offres, c'est l'entreprise C2A qui s'occupait de tout ce qui était demande, traitement. Après, nous, la mairie, on avait juste les DP à traiter. Donc, tout à fait, voilà, relativement facile. Et puis, c'est quand même une économie de pas loin de 10%. Donc, sur un investissement à 150 000 euros, c'est vite 15 000 euros d'économiser, quoi. Donc justement, là, les économies d'échelle, avec cette opération mutualisée permise par le parc, elles sont importantes. Et est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça représente en production et combien ça couvre après de consommation sur là-dessus? Peut-être Lucas. Peut-être Lucas répondra plus facilement au niveau de la rentabilité. Moi, je sais à peu près. Moi, je sais plutôt parler chiffres, hein, comme je vous disais. Logiquement, donc, un emprunt à 150 000 euros, c'est à peu près 10 000 euros par an sur 15 ans de remboursement. C'est ensuite, à peu près retour, ce qui devrait nous rester sur les 15 prochaines années. Ce que je vous disais, c'est entre 4 et 6 000 euros. Donc, voilà, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et il faut imaginer que les 15 ans qui suivront, ceux qui me succéderont, auront l'avantage d'avoir une belle rentrée d'argent pour la commune, quoi. Et du coup, Lucas, justement, sur la deuxième partie, sur l'aspect production, et puis ensuite sur le fait de relancer la même type d'opération. La première a été une réussite, du coup. Est-ce que vous auriez quelques ingrédients magiques qui ont permis de réussir la première, et du coup, qui fait que vous relancez la seconde, et qui pourraient être des bons conseils pour notre territoire? Alors, pour ce qui est de la production, des installations comme celle qui a été faite à Tournemire, notamment celle de 100 kW crête, c'est une installation qui va produire à peu près 120 000 kWh à l'année, qu'on va vendre environ, je vous fais des estimations à la louche pour que vous compreniez, on va le vendre environ 10 centimes, donc on aura un minimum 12 000 euros de recettes annuelles. Donc clairement, le prêt aurait été remboursé rien qu'avec cette installation, quoi. Pour l'autre installation, l'évidence était plus de désamianter le bâtiment pour après le valoriser. Après, en termes de rentabilité, c'est sûr, c'est plus compliqué. Nous, on a mené cette opération, les clés de réussite, c'est clairement, je pense que la mutualisation, c'est la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupement de commandes, les économies d'échelle, elles ont été faites parce qu'il y avait suffisamment de communes. S'il y a seulement 2 communes, 4 toitures qui font partie du groupement, on ne fait pas des économies énormes. À côté, pour l'appel à manifestation d'intérêt pour louer sa toiture, c'est exactement pareil, c'est la mutualisation la clé, puisque si on est seulement quelques toitures, on va intéresser personne. C'est-à-dire qu'avec 10 toitures, les opérateurs, ils vont rigoler, ils vont pas répondre à l'appel d'offres. Nous, pourquoi on a réussi à sélectionner un opérateur? C'est parce qu'on avait sur le marché 80 toitures à équiper. Ça séduit plus un opérateur. Aujourd'hui, nous aussi, ce qu'on avait comme chance, c'était qu'on avait des acteurs locaux, notamment l'entreprise C2A. Mais ça, j'imagine qu'il faut les accompagner. Nous, C2A, ils n'ont pas répondu tout seuls. On les a accompagnés pour pouvoir répondre à de tels marchés. On a accompagné aussi d'autres entreprises. Enfin, il faut aider tout le tissu local, quoi. Qu'est-ce que j'oublie après? Pour la partie maîtrise d'œuvre, comme disait Pascal Rivier, il n'y a pas forcément besoin de maître d'œuvre pour des travaux de ce type, puisque les entreprises sont habituées à le faire. C'est une simple déclaration préalable. Les travaux en toiture ne sont pas souvent complexes.
Donc en gros, un simple suivi de chantier de la part soit de l'employé de mairie, soit du maire directement, suffit parfois, sachant que nous, au parc, on est un soutien derrière, on fait le suivi avec eux, on contrôle aussi les installations si elles sont bien réalisées, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Juste concernant après les questions, une question sur laquelle je voulais revenir, c'était, on a des installations ici qui sont en vente totale, c'est-à-dire qu'on cède la totalité d'électricité produite sur le réseau. Nous, au parc, on a fait le parti pris de ne pas valoriser un système de nôtre, notamment que ce soit vente totale, autoconsommation ou autoconsommation collective même, puisque selon nous, il ne faut pas valoriser un système. Il faut voir au cas par cas sur chaque toiture. Une salle des fêtes, si on veut autoconsommer, il va falloir réduire la puissance de l'installation. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 100 kW crête, on va y mettre quoi? On va y mettre 2 panneaux. Parce que une salle des fêtes, ça consomme rien du tout dans une année. Et surtout, ça consomme le soir souvent. Donc l'autoconsommation, c'est pas du tout logique sur un bâtiment comme celui-ci. Ensuite, l'autoconsommation, ça devient rentable. Donc, on l'a vu par les syndicats d'énergie, quand on a un bon taux d'autoconsommation, un bâtiment qui a une belle consommation électrique, ça va devenir plus rentable de l'installer en autoconsommation. Mais le choix, il est fait que par rapport à ça. L'électron qui est produit sur une installation, que l'installation soit raccordée en vente totale, en autoconsommation individuelle ou en autoconsommation collective, l'électron fera le même chemin. C'est-à-dire qu'il sera consommé au point le plus proche. Donc il n'y a pas de différence environnementale, pas de différence éthique. La seule différence qu'il y a, c'est la valorisation financière. Et c'est ça derrière qu'il faut chercher. C'est pas dire l'autoconsommation c'est joli, ça plaît aux gens, oui, mais derrière c'est exactement pareil. L'électron il fera le même chemin. Donc nous on est parti du principe de faire vente totale, autoconsommation individuelle et autoconsommation collective. Dans la deuxième opération, on aura ces 3 systèmes de valorisation. Oui, une des choses qui est très importante quand on fait de l'autoconsommation, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller se raccorder au système EDF. Moi, par exemple, la salle des fêtes, donc en revente, de mémoire, je crois que c'est 15 000 € d'aller me raccorder au réseau le plus près. Donc, c'est un coût supplémentaire, certes. Alors qu'avec l'autoconsommation, ben voilà, on n'a pas ces frais-là, quoi.